Prophétie, prophétie, prophétie sur prophétique. Prophétie, prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Bienvenue dans sa sainte présence. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées abondamment. Nous nous retrouvons en ce jour pour une prophétie annoncée par l'homme de Dieu, le frère Junior. Cette prophétie a été postée sur la chaîne YouTube Bambaïba le 20 juillet 2021. Écoutons ensemble la prophétie, puis son accomplissement. Ainsi dit le Seigneur à l'Afrique du Sud. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui les lapide, ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins, sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. As-tu compris? Je suis au courant de tout ce que tu as fait à mes serviteurs et ce que tu complotes dans ta couche, mais tu seras remué jusqu'à ce que tu te vides de ton sang. Fin de citation. Ainsi donc, la parole du Seigneur avait été adressée à son serviteur, le frère Junior, qui a transmis ce message. Écoutons ensemble la confirmation de cette prophétie. When God's servants speak forth, the wise listen. Deuteronomy 18:22. God is still saying something. En même temps, la question c'est pourquoi cette génération, et je dis bien cette génération de Sud-Africains estime que son problème, c'est l'autre. Daouda? Christelle, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous rappeler, et j'ose espérer que vous avez pu regarder ce fabuleux film de Clint Eastwood, Invictus, oui, qui retraçait la vie de Nelson Mandela. Tout à fait. C'est une version réelle de sa vie. Qui, lorsqu'il prend le pouvoir en Afrique du Sud, quand il arrive dans son palais,
il y a des Blancs, c'est eux qui géraient la sécurité, qui géraient tout. Mais quand il est venu, il voulait ruiner l'Afrique du Sud. Et le personnel de la présidence, tu veux dire? De dire? la présidence, et même de sa maison où il travaillait. Il leur a dit, je ne veux chasser personne. Ceux qui veulent rester, ils sont libres de rester. Mais ceux qui estiment qu'ils ne peuvent pas travailler avec moi, ils peuvent partir. Et d'autres sont partis? Il y en a qui sont partis et d'autres sont restés. Mais il a fait en sorte de réunir cette Afrique noire et cette Afrique blanche autour du sport national qui était considéré par les Noirs comme le sport de l'oppression, c'est-à-dire le rugby. Le sport des Blancs. Le sport des Blancs. Pour ne pas aller loin dans l'histoire, j'invite les téléspectateurs à aller regarder ce fabuleux film. Très beau film. Invictus. Moi, je l'ai regardé. Mais pourquoi vous faites ce narratif, je justement? fais ce narratif-là aujourd'hui parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, je vous assure que Nelson Mandela doit se retourner au moins 17 000 fois dans sa tombe. Parce que eux, Sud-Africains, et c'est de ça justement que le président Ramaphosa, il parle. Lorsqu'ils étaient maltraités sous l'apartheid, que des chiens étaient lâchés pour les attaquer, ils étaient gazés, ils étaient abattus froidement. Ce sont les Zimbabwéens qui ont ouvert leurs frontières. Ce sont les Nigériens qui ont fait des choses pour eux. C'est l'Afrique tout entière qui parlait. Même la Côte d'Ivoire. Qui parlait justement pour les Sud-Africains. Mais aujourd'hui, eux, ils sont devenus, parce que moi, j'appellerais même pas ça de la xénophobie. J'appelle ça purement et simplement du racisme noir à l'endroit de d'autres noirs. Parce que cette situation, ça, pour ceux qui sont aux États-Unis, ils vivent la même chose. Parce que les Noirs américains de souche n'aiment pas les Africains noirs. Parce qu'ils estiment que vous les avez vendus, en fait. Parce que, au-delà de les avoir, d'avoir été vendus, nos aïeux les ont vendus. Au-delà de cette pensée, de cette idée reçue, Christelle, oui, certains estiment qu'on leur prend leur travail. Mais je suis en train de parler de l'Afrique du Sud. Je parle des États-Unis. Même chez nous ici en Côte d'Ivoire, on a eu droit à cela. N'ayons pas peur de le dire. Dernièrement, il y a quelqu'un qui est allé en prison. Il a été condamné parce qu'il parlait de grand remplacement. Les Libanais prennent tout. Les étrangers prennent tout. Comme si l'État avait empêché quelqu'un d'aller travailler. Comme si l'État avait dit à un Ivoirien qu'il ne pouvait pas exercer dans X ou Y secteur d'activité. Christelle, oui. En son temps, Feu Félix Houphouët-Boigny avait dit « La terre appartient à celui qui met cette terre-là en valeur ». Tu ne peux pas t'asseoir, parce que ces étrangers dont on parle justement, quand ils viennent dans notre pays, paient-ils des impôts, oui ou non? Ils payent des impôts. Contribuent-ils à l'économie, oui ou non? Ils contribuent à l'économie. Et je pense que si parce que je n'ai pas envie de dire les nationalistes, ça c'est autre chose. Les xénophobes, les racistes, paresseux, tapis dans l'homme qui sont ainsi, qui ne veulent pas aller bosser et ils vont s'asseoir pour estimer que les étrangers sont à la base de notre problème. Pour moi, ce sont purement et simplement des paresseux. Il faut s'élever pour aller travailler. Parce que l'étranger ne peut pas être à la base de tes problèmes. Si aujourd'hui les Ivoiriens veulent, dans n'importe quel secteur d'activité où ils veulent exercer, et je pense que l'État a mis des mécanismes en place pour qu'ils puissent avoir leur place. Et en Afrique du Sud, je pense que c'est la même chose. Et le président Ramaphosa fait bien de le leur rappeler pour dire que hier, ces personnes-là étaient là pour nous. Il ne s'agit pas de les tuer dans la rue. J'ai vu des vidéos où on tire une femme enceinte de l'hôpital. Oui, on l'a fait sortir parce qu'elle n'est pas sud-africaine. Mais j'ai l'impression qu'ils sont arrivés à un niveau, ils sont déshumanisés en fait. Ils sont déshumanisés. Et je trouve ça vraiment désolant. Et je souhaite qu'en Afrique, il faut qu'on arrête cela. Je vais terminer par cette petite phrase. Christelle, on parle des États-Unis d'Afrique. Mais aujourd'hui, pour un Africain, il est plus facile pour un Africain d'aller en France. Il est plus facile pour un Africain d'aller aux États-Unis que pour le même Africain de faire le tour simplement de l'Afrique. Regardez comment les barrières, comment on a mis des barrières entre nous à cause de nos xénophobies, à cause de notre haine de l'autre. Très bien. C'est dangereux. Alors, Marius Comoé, c'est vrai que ces vidéos de voir des personnes rentrer dans un hôpital et demander aux gens, si vous n'êtes pas sud-africain, levez-vous parce que les soins, c'est pour les sud-africains. Des magasins où les propriétaires qui sont black africains noirs sont attachés et puis leurs magasins pillés. Pourrait-on se demander d'où vient cela? Parce qu'il y a une génération qui a connu l'aide de l'Afrique noire. Apparemment, comme je le disais, il y a une autre génération qui est présente qui n'a pas connu cette aide-là et qui est très gênée de voir l'autre sur son territoire. Au passage, tout est parti donc de cette... en tout cas, il y a une vidéo virale d'un Ghanéen qui était harassé par un groupe de Sud-Africains. On demandait quelle nationalité. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu passer le ministère ghanéen des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur sud-africain, l'effet,
d'échanger sur le sujet. Mais au total, selon vous, ça viendrait d'où et pourquoi? Non, ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique du Sud, disons-le tout net, Daouda a trouvé le mot le plus juste. Et moi, j'ajouterais, c'est une détestation du noir africain, que dis-je, du noir sud-africain, envers les autres noirs. Mais ça viendrait d'où? Pourquoi, justement? Mais ça vient justement de l'histoire. C'est nourri par l'histoire même de l'apartheid qu'ils ont vécu, de la pauvreté qui sévit aujourd'hui dans le pays. Mais les autres noirs, les ont aidés lors de l'apartheid, même ici en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, mais est-ce que cette génération-là, ceux qui sont ces jeunes Sud-Africains, qui vont jusque dans un hôpital pour faire sortir une femme enceinte, parce que tout simplement, elle n'est pas sud-africaine. Donc, elle n'a pas droit aux services. Aux soins. C'est inacceptable. Mais cela est nourri par les discours politiques également. Parce que la question aujourd'hui, je vais vous le dire, hein, c'est que la politique sud-africaine n'a pas trouvé les solutions de la pauvreté qui sévit au niveau des Noirs. Et donc, ils utilisent un certain nombre de rhétoriques qui aujourd'hui créent véritablement ou suscitent, pour ne pas dire nourrit, cette haine des Noirs contre les autres Africains. Et donc, la question des tensions économiques... Officieusement, puis sinon officiellement, le gouvernement a sa vision. Non, bien entendu. Attention, mais on sait bien, partage pas votre point. Si vous écoutez, bon, je ne voudrais pas citer des hommes politiques, mais on entend les discours, c'est nourri par des tensions politiques. Et ça, les tensions politiques sont une réalité aujourd'hui en Afrique du Sud. Personne ne peut les contester. Et cela pousse donc certains Sud-Africains à penser que leur problème vient du fait qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas une situation reluisante, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, c'est à cause des autres. Il a pris le cas donc des Américains noirs qui détestent eux aussi leurs frères africains. Mais c'est le mot, ils sont vraiment, c'est ça, c'est une vraie haine, hein. Une vraie haine, une haine non, même pas haine, je veux dire, c'est vrai, il y a des challenges entre les deux. Ce que nous voyons là-bas, où on est prêt jusqu'à tuer un individu, à tuer des dames enceintes. Mais c'est pas, si la dame enceinte n'était pas sortie de cet hôpital... Non, je parlais plutôt des blacks africains et des blacks américains. Je parlais de ce que... Demandez à Herman, lui qui a fait les États-Unis et qui a eu l'opportunité de donner quelques cours là-bas, il sait ce qu'il a enduré. Il y a vraiment, il y a bien des choses. Et puis nous-mêmes, on a aussi quand même certains des nôtres qui vivent aux États-Unis et nous avons les retours. Mais c'est seulement dans ces pays-là qu'on vit ces choses-là. Mais ici en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, Daouda l'a dit, voilà un Ivoirien pur sang qui fait simplement une déclaration sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, notre système, notre dispositif rentre en scène et l'interpelle, le met en prison. Ce qui ne serait pas... Pourquoi aujourd'hui en Afrique du Sud, les gouvernants ne recherchent pas tous ceux qui font cela pour les mettre en prison? Pourquoi les gouvernants restent donc timorés et font que des déclarations au lieu de passer à des actes pour contraindre le peuple sud-africain à ne pas voir leurs frères sud-africains comme leurs ennemis. Donc le vrai problème réside donc à leur incapacité, les gouvernants, de juguler la question de la pauvreté des leurs. Et donc les boucs émissaires dont je vous parlais découlent de là. Il faut donc interpeller les gouvernants sud-africains à prendre leur bâton de pèlerin, au besoin, demander à l'Union africaine d'interpeller parce que c'est inacceptable. L'Union africaine pour l'instant n'a rien dit encore sur le sujet. Et c'est pour ça que nous avons toujours demandé que l'Union africaine revoie sa politique de, j'allais dire, d'exercice de ses prérogatives au niveau africain, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un tel contexte, l'Union africaine reste timorée, reste bouche bée face à ce que nous vivons avec les Sud-Africains au niveau donc de ce pays que nous voudrons voir comme étant un pays frère. Merci beaucoup Marius Komboye. Docteur Barry, je voudrais donc avec vous échanger sur ce sujet. Julius Malema, donc l'un des responsables forts de je n'avais pas voulu citer son nom. Non, mais non, il n'a pas dit... Enfin, j'ai écouté une de ses prises de parole, il disait « Vous vous en prenez aux autres noirs alors que ils ne sont pas le problème. Ceux qui sont vos problèmes, vous les connaissez. Ceux à qui la terre appartient, les immeubles appartiennent, enfin bref, vous les connaissez. Donc vous vous battez avec la mauvaise cible. Est-ce qu'on est déjà surpris de sa position ou on se dit il faut faire la différence entre la réaction du peuple sud-africain et puis le politique sud-africain qui dit non, nous on se rappelle que l'Afrique nous a aidés au plus fort de nos douleurs. Malema fait partie du problème. Parce que lui aussi, il attise la haine vers les blancs sud-africains. Donc c'est un club de haineux, entre griffes. Mais pour faire plus court, Christelle, moi j'ai trois points sur lesquels je vais intervenir. D'abord, il y a l'histoire de la violence en Afrique du Sud. Oui. Ça, c'est un. Deuxièmement, quelles sont les zones qui sont touchées en Afrique du Sud? Premièrement, l'histoire de l'Afrique du Sud, c'est une histoire marquée par des violences et des ségrégations. Premièrement, il y a les Boers qui sont arrivés. Oui. Ils ont combattu les Zoulous, les Ndébélés, les Kossa qui étaient là. Ils les ont dégagés des côtes.
Ensuite, les Anglais sont arrivés, il y a eu les deux guerres des bouts au début du XXe siècle, où des Blancs sont venus combattre d'autres Blancs sous prétexte que c'était encore une question foncière. Bien sûr. Okay? Ensuite, il y a eu l'apartheid. On connaît tous, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, on a un autre phénomène qui est la xénophobie. Quelles sont les zones qui sont touchées en Afrique du Sud? Ce sont principalement les townships. Les townships, c'est les quartiers les plus pauvres du pays. Donc vous avez des jeunes désœuvrés qui n'ont pas eu d'emploi. Et sur ces inégalités sociales-là, viennent se phagocyter des discours politiques diabolisant l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs politiques en Afrique du Sud qui produisent des discours du rejet de l'autre. Qu'il soit indien, métis, blanc, c'est l'humain. Donc quand Malema dit que les Sud-Africains se trompent de cible, est-ce que les Blancs Sud-Africains ne sont pas humains? Est-ce que depuis la fin de l'apartheid, les Noirs qui ont voulu travailler n'ont pas eu de l'argent? Le président Ramaphosa, c'est un entrepreneur. Il a commencé à faire fortune après l'apartheid. Motsepe, qui est président de la CAF, il y a des milliardaires aujourd'hui noirs sud-africains qui ont voulu travailler. Donc aujourd'hui, si l'Afrique du Sud veut mettre fin à ce phénomène-là, il faut chercher à intégrer, à trouver du travail aux jeunes qui sont dans les townships. Ça, c'est un programme économique qui peut Mais en attendant de leur donner du travail, Dr Barry, le narratif également devrait pouvoir être posé et que l'autre n'est pas votre problème. Justement, aujourd'hui, l'ANC se trouve face à une difficulté. Ce n'est pas parce que le président Ramaphosa ne veut pas agir. Mais le score électoral de l'ANC n'a fait que régresser au cours des années. Parce que l'électorat noir, qui est largement majoritaire, est déçu des promesses non tenues par les gouvernants de l'ANC. Donc d'un score de plus de 90%, aujourd'hui c'est à peine 50%. Et actuellement, le gouvernement sud-africain, c'est un gouvernement de coalition. L'ANC n'a pas eu la majorité pour pouvoir former un gouvernement. Donc ils sont obligés, puisque les townships, c'est les zones peuplées, en griffe, c'est des zones à fort taux électoraux, ils sont obligés de manier le bâton et la carotte. Parce qu'ils se disent que s'ils prennent une position contre ces gens-là, c'est un électorat qui perd. Alors que souvent, il faut accepter de perdre pour protéger la nation. Très bien. C'est ce que je veux dire, Christelle. Merci beaucoup. Alors, Herman, j'aimerais qu'on revienne avec vous parce que je sais que vous avez une expérience. Alors, c'est vrai, on revient sur le point des Blacks qui détestent les Blacks. Si on prend le théâtre, par exemple, des États-Unis, c'est vrai qu'il y a des challenges. Ce que je raconte souvent, c'est que avant d'aller séjourner aux États-Unis, j'avais eu cette idée préconçue là, par rapport à tout ce qu'on entendait, que effectivement les Noirs vivaient un certain racisme dans tous les États aux États-Unis. Mais quand je suis arrivé, je crois bien que la vraie compassion que j'ai eue, ça venait des Blancs. Je ne sais pas si, lorsqu'ils sont dans leur salon, ils me traitent, ils disent tout ce qu'ils veulent, mais la vraie compassion que j'ai eue... Mais pas des Noirs américains. Je veux dire, pas, si je veux faire une échelle, les Blancs d'abord, dans mon État, hein, peut-être que dans d'autres États, il y a d'autres réalités. C'est ça. Ensuite, les Américains noirs, et puis les Africains noirs après. Vous comprenez? Ça veut dire que je suis dans un système où, quand j'étais étudiant et enseignant par exemple, il arrive des moments où certains Américains noirs ou des Africains noirs me traitent de manquer. De singes. De singes, vous comprenez? Incroyable. Et là-bas, tu ne peux pas lever le ton sur un élève, tu ne peux pas, enfin encore moins lui porter. Tout ce que tu as à faire, c'est d'interpeller le conseil, voilà, donc la sécurité. Donc tu appuies sur une sirène. Lorsque la sirène vient dans la salle, ce que tu as à faire, vous vous expliquez. Or, généralement, ils sont très straight, leur anglais est fluide, donc ils ont tendance à vouloir convaincre l'agent de la sécurité. Mais très souvent, les gens qui me viennent pour dire que non, monsieur Aboua n'a pas fait ça, ce sont les petits blancs. C'est-à-dire les petites filles blanches et les élèves qui étaient dans ma classe qui le faisaient. Donc moi, personnellement, donc, quand je voyais le débat sur le racisme des blancs, c'est vrai, ça peut exister, parce que ça existait dans la société, donc il peut y avoir des postes de résistance, mais je crois bien que les gens font des efforts et il y a vraiment une vraie compassion. Je dirais même pas une compassion, une vraie fraternité avec certains. Et on a beaucoup plus de challenges difficiles. Même quand on se débrouille, par exemple, dans les coins de... Moi, j'ai travaillé à Amazon, c'était des livraisons, mais nos dispatchers qui sont noirs, américains noirs, nous faisaient vivre un peu un certain esclavage. Parce que nous, les Africains, quand on a un circuit, un trajet à faire, c'est-à-dire qu'on a peut-être la route, on a peut-être 95 livraisons ou 102 livraisons à faire. L'Africain, lui, il trouve que c'est quand il maîtrise le circuit, en 3 heures jusqu'à midi, on a fini. Mais quand on finit,
on te dit d'aller aider d'autres personnes comme ça. Ils prennent ça, c'est la narque. Hein. C'est une affaire où vous devez vous travaillez en équipe. Et c'était les Africains, c'était les Noirs américains que vous devez aider? Oui, mais parce que constamment, eux, ils traînent. Souvent, ils sont à un tiers de leur paquet. Or, vous, les Noirs africains? On finit de les aider, mais il n'y a pas plus. Quand c'est comme ça, souvent, ils vous donnent plus de boulot, vous les Africains, en fait. Donc, on a vécu tout ça. Or, lorsque tu vois, tu as un dispatcheur qui est de race blanche, il fait en sorte qu'il y ait une certaine égalité de travail pour ne pas que... Alors, il y a une vraie question. Donc, je ne dis pas que c'est systémique, mais on le ressent. Et je ne crois pas que les Ivoiriens qui sont là-bas vont estimer que ce que je dis que c'est faux. Mais c'est pas, je ne peux pas dire que c'est généralisé. Ça peut être des points. Alors la vraie question, parce que quand on sort de l'Afrique du Sud et qu'on part donc sur le point d'Hermann, même en Afrique ici, on a ces challenges-là. C'est généralement, comme je l'ai dit, on a ces challenges-là. Les inégalités sociales, lorsqu'il y a difficulté d'un pays, on a tendance à jeter la responsabilité sur l'autre qui est différent. On a vu des vidéos de notre pays qui demandent à ses ressortissants étrangers de partir. En Zambie, le président Kenneth Kaunda a dirigé le pays pendant 27 ans. Okay? Il a perdu le pouvoir en 91. Il a voulu se représenter en 96. On lui a dit qu'il n'est pas zambien, qu'il est malawite, parce que ses parents seraient nés au Malawi. Quelqu'un qui a présidé le pays pendant 27 ans. Parce que son challenger politique ne voulait pas qu'il aille aux élections. Il l'a écarté. Donc les points, ça n'en finit pas. À côté de nous, au Ghana dont on parle, la députée Dorcas Afo-Tofé, qui avait des origines ivoiriennes. Mais son adversaire politique, il ne pouvait pas la battre aux élections. Le lui a rappelé. C'est même allé en justice. C'est la Cour de justice du Ghana qui a rétabli la dame dans ses droits. Donc, souvent, on a tendance à accuser l'extrême droite en Europe. Or, parmi nous, là, il y en a qui ont des idées d'extrême droite. De vrais sorciers qui peuvent faire la ségrégation. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais à un moment donné, si on veut de l'unité africaine, on veut parler d'Afrique en un, il va falloir dégager toutes ces pesanteurs-là pour pouvoir avancer. Alors le point, c'est vraiment des points de solution maintenant, en attendant que le journal soit prêt. Aucun peuple, est-ce que vous pensez qu'aucun peuple n'est à l'abri justement de ces débordements? Parce qu'on le voit en Afrique, on l'a vu dans certains pays que je ne vais pas citer ici, en Afrique, où des vidéos circulaient, on demandait aux étrangers dans la rue de libérer leur territoire. Est-ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, est à l'abri d'un tel phénomène? Je commencerai par vous, Daouda. Non, moi je pense qu'on n'est pas forcément à l'abri, mais je pense que les Ivoiriens ont plus ou moins pris conscience de certaines choses. Quand on sait que depuis les années 90, ça a été l'une des causes de la crise que nous avons vécue ici. Avec la crise économique c'est ça, depuis les années 80. C'était compliqué. Donc c'est pour dire aujourd'hui, comme solution très rapidement, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, il faut lutter contre les extrémistes. Il faut lutter, il faut les extirper de notre système, parce qu'ils sont un danger pour la société. Merci beaucoup, on part au journal. La seconde partie sera consacrée au sport mondial 2026. Comment les Ivoiriens... La situation devient préoccupante en Afrique du Sud. Le 27 avril dernier, le président Cyril Ramaphosa a lancé un appel fort à son peuple. Lutter contre la xénophobie, respecter la loi et ne pas transformer les inquiétudes liées à l'immigration en haine contre d'autres Africains. Mais sur le terrain, la réalité est choquante. Des vidéos devenues virales montrent des scènes inquiétantes. Des Africains noirs pris à partie dans la rue, expulsés d'hôpitaux, chassés de commerces, simplement parce qu'ils sont étrangers. Une situation qui soulève une question majeure. Comment en est-on arrivé là? Pour certains analystes, ce phénomène dépasse la simple xénophobie. Il s'agit d'un rejet profond, parfois décrit comme un racisme noir contre noir, un paradoxe historique. Car hier encore, toute l'Afrique soutenait l'Afrique du Sud dans sa lutte contre l'apartheid. Des pays ont ouvert leurs frontières, partagé leurs ressources et porté la voix des Sud-Africains sur la scène internationale. Aujourd'hui, cette mémoire semble s'effacer. Pour comprendre, il faut regarder du côté des réalités sociales. Dans les townships, ces quartiers défavorisés, le chômage et la pauvreté alimentent la frustration. Et dans ce contexte, certains discours politiques viennent désigner l'étranger comme bouc émissaire. Résultat, une colère sociale qui se transforme en violence. Pourtant, des voix s'élèvent. Certains responsables politiques rappellent que les véritables problèmes ne viennent pas des migrants, mais des inégalités persistantes et du manque d'opportunités. L'histoire elle-même nous donne une leçon. À son arrivée au pouvoir, Nelson Mandela avait choisi la réconciliation plutôt que la division. Il avait refusé de chasser, préférant unir un pays profondément fracturé. Aujourd'hui, cet héritage semble mis à l'épreuve et la question dépasse l'Afrique du Sud.
Partout sur le continent, les tensions identitaires peuvent émerger lorsque les difficultés économiques s'intensifient. Même en Afrique de l'Ouest, certains discours hostiles aux étrangers ont déjà fait surface. Alors, aucune nation n'est réellement à l'abri. La véritable réponse se trouve ailleurs, dans des politiques publiques solides, dans la lutte contre les inégalités et surtout dans un discours de responsabilité. Car faire de l'étranger un ennemi, c'est souvent éviter de regarder les vrais problèmes en face. Dans les rues de Durban mercredi, plusieurs groupes anti-immigrés ont manifesté contre l'accès des étrangers aux établissements publics de santé. Ils les accusent de saturer un système déjà sous forte pression. Cette volonté d'exclusion s'inscrit dans une vague xénophobe qui alimente les tensions en Afrique du Sud depuis plusieurs années. Pourquoi continuent-ils à utiliser nos infrastructures publiques? Pourquoi ne payent-ils pas pour des soins de santé privés et d'autres services privés? C'est ce que nous demandons au gouvernement de faire. Si vous dites que vous ne pouvez pas leur refuser des soins de santé, par exemple, pourquoi doivent-ils être publics? Faites-les payer pour leurs propres soins de santé s'ils veulent rester dans ce pays et exploiter nos ressources. Le mouvement March and March, à l'image de Opération Doudoula, bloque régulièrement l'accès des étrangers aux structures de santé publique. Nous voyons notre gouvernement laisser notre pays être envahi par des groupes venus du monde entier, aussi loin que le Pakistan, le Bangladesh, le Nigeria, le Mexique, partout dans le monde. Nous disons donc à notre gouvernement que c'est inacceptable. Pour notre part, nous sommes ici pour dire à March and March, en tant qu'organisation, que nous commémorons ou célébrons le fait d'avoir porté cette question sur la place publique il y a un an, pour vous dire que vous avez tout notre soutien. Cette immigration illégale prend les emplois de notre peuple. Notre devoir est donc de nous occuper des questions liées au travail ainsi que des questions civiles. C'est pourquoi en étant ici, nous nous battons déjà pour les gens sur leur lieu de travail. Nous renvoyons les étrangers puis nous embauchons des Sud-Africains. En novembre dernier, la Haute Cour de Johannesburg a jugé ces actions illégales, tandis que le gouvernement sud-africain rappelle que l'accès aux soins est garanti à tous par la loi. Dans le reste de l'actualité, des relations de plus en plus tendues entre Pretoria et Accra, une nouvelle poussée d'actes xénophobes en Afrique du Sud soulève l'indignation du Ghana qui exige la protection de ses ressortissants. De plus en plus régulièrement, des étrangers sont pris pour cible par des militants d'un groupe opposé à l'immigration illégale. La vidéo d'un jeune homme attaqué est devenue virale. Correspondance au Cap avec Caroline Dumais. Ce n'est pas la première vidéo de ce type, des groupes de Sud-Africains qui harcèlent les immigrés, mais celle-là a attiré l'attention des autorités d'Accra, car il s'agit d'un ressortissant ghanéen en situation parfaitement légale, à qui on a demandé ses papiers, il a obtempéré, il a montré les papiers à un groupe de Sud-Africains, on lui a dit de rentrer chez lui. Pour Accra, ce sont des actes d'intimidation et l'ambassadeur sud-africain a été convoqué à Accra. Et l'affaire est montée jusqu'au niveau ministériel puisque les ministres des Affaires étrangères se sont parlé. Le ministre de la Police a déclaré qu'il y aurait des sanctions et que les auteurs seraient appréhendés. Mais reste à savoir si ces sanctions seront suffisantes. À quelques mois des élections municipales, les manifestations anti-immigration se multiplient. Il y en aura une la semaine prochaine à Pretoria. Elles sont organisées par des mouvements comme Doudoula qui empêchent les immigrés d'entrer dans les hôpitaux ou d'entrer dans les écoles. Cela se termine souvent par des altercations. Pour beaucoup, la réponse policière ici est insuffisante et le gouvernement est accusé de passivité dans un pays où les émeutes xénophobes sont récurrentes. Et à noter que le gouvernement ghanéen a décidé de rapatrier aux frais de l'État son ressortissant qui avait été agressé, et ce pour des raisons de sécurité. On l'a appris hier soir. En plein jour à Durban, des Sud-Africains poursuivent un Somalien. Ils lui jettent des pierres. Ces violences xénophobes ont fait 6 morts ces derniers jours. Les immigrés se disent abandonnés par les autorités.
Je suis prêt à mourir. Ces types, ils veulent brûler nos magasins, nos maisons. Et la police nous dit juste de rester chez nous. Que faire? Nous, on n'a rien fait pour mériter ça. Nous avons subi des intimidations comme cela ne nous était jamais arrivé. Je n'ai jamais vu personne poser des bombes, brûler des maisons, essayer de brûler des gens vivants. Je n'ai jamais vu ça. L'ANC, le parti au pouvoir, a condamné ces violences. Le climat actuel est instable et malsain, il se dégrade. Cela compromet la contribution que les ressortissants étrangers apportent à notre pays en termes d'amélioration de notre développement économique. Des améliorations qui se font à travers divers investissements, mais aussi en fournissant des compétences essentielles. À Johannesburg, beaucoup d'immigrés ont préféré fermer leurs magasins, mais de nombreux Sud-Africains ont défendu leur présence dans le pays. Ils apportent de la nourriture et la vendent. C'est pour nourrir nos enfants. On n'a rien contre eux. Je suis Zoulou, mais je n'ai rien contre eux. On essaye d'éduquer nos concitoyens pour qu'ils comprennent l'impact négatif de leurs attaques. Ces étrangers, ils payent des impôts, ils participent à la croissance économique de l'Afrique du Sud. À Isipingo, plus de 1000 étrangers ont fui leur maison et vivent dans ce camp. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont la cible de violences. En 2008, plus de 60 d'entre eux avaient été tués lors de tensions similaires. Certains Sud-Africains les accusant d'être responsables du taux de chômage élevé dans le pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Tutti Africa. Le Ghana emploie la voie diplomatique après la diffusion de vidéos choquantes montrant des ressortissants africains, précisément ghanéens, victimes de violences xénophobes en Afrique du Sud. Plusieurs ressortissants sont victimes de violences, leur commerce brûlé entre autres. Mais d'abord, suivons quelques vidéos. We are fixing this continent. This thing of you guys moving from one country to the other, it's no longer working. We don't want this as African people anymore. We are tired of seeing African migrants moving all over the world, refusing to fix your own countries. Now we're making it very clear to you guys, Utitina, we don't want you here. We want you to fix your countries. Now you came here with a traveling document. You came with a passport. You know that you are a visitor, but now you decided to come and integrate in our communities. You know very well that what you have done is wrong. How many children do you have here? We can come to Ghana and do what you're doing. Passport. Eh? Now you are carrying your bucket. It's 11 a.m. You are supposed to be fighting the government of Ghana there to ensure that they are getting things right. No, there's no fight in Ghana. You must fight what they did. Where's your papers? Passport. Passport. Where's the passport? Take it out. Baba. Let me see your passport. Let me see. Luna. Okay, tell me, who's the police officer that you are bribing to certify these things for you? I didn't bribe. Baba, let me tell you, I'm not foolish. These things, let me tell you, you know by law you're not supposed to certify as an immigrant. You're not allowed to certify your passport. No. Okay, why do you certify your passport in a foreign land? Okay. Let's just start there. Why do you certify your passport in a foreign land? You see, it was raining. I follow you guys now on Facebook. How you? It was raining these days. Then when you go out with the passport, sometimes it gets spoiled. That's why I satisfy it so that it won't spoil. Baba, Ghana don't do that. Okay. Ghana don't do that. All right, sharp. Ghana let me show you. Is African country that is. Let me show you that when you are abusing our systems, ne? On the 10th of April, again, the 10th of April, you entered your country when? The very same day you came back when? Yeah, it's a proof. Yeah. Proof. Here's the proof. Crocodile can't go. You went to Ghana on the 10th, and then you came back. No, because here it says you exited Ghana to South Africa. When? Here it says you entered. Here you exited, and it's the same date. It's the 10th of April. 10th of April. This stamp you got there in Elof Street on the street. This is where you got the stamp. Oh, they've got a connection here. No. I am telling you, that's where they buy it from. Don't lie, sweetie. People don't.
Ainsi, après la diffusion de ces différentes vidéos devenues virales, les autorités sud-africaines sont restées de leur côté silencieuses. Le Ghana, par contre, a immédiatement réagi. Le ministre des Affaires étrangères, Samuel Akudjeto Ablakwa, a contacté son homologue sud-africain, Ronald Lamola, pour obtenir des explications claires et coordonner une réponse. Selon le chef de la diplomatie ghanéenne, Pretoria a exprimé sa compassion et promis des enquêtes approfondies. Aucun décès n'est à déplorer. Le Haut Commissariat du Ghana en Afrique du Sud assiste ainsi déjà une victime identifiée. Ablakwa, le chef de la diplomatie ghanéenne, a appelé ainsi au calme et à la solidarité panafricaine, dénonçant la haine d'une poignée d'éléments marginaux. Pendant ce temps, une manifestation est prévue ce jeudi à Matata où des habitants réclament la priorité nationale pour l'emploi. La police promet de son côté un encadrement calme, mais la communauté ghanéenne locale a été invitée à ne pas ouvrir ses commerces avant midi. L'incident révèle une fois de plus les tensions sous-jacentes qui fragilisent ainsi l'unité africaine. Toujours dans cette édition de Gatingo au Nigeria, 6 suspects, dont un général de division à la retraite, ont plaidé non coupables des accusations de trahison et de terrorisme liées à la tentative de coup d'État contre le président Bola Tinubu en 2025. Ils ont comparu devant la Haute Cour fédérale d'Abuja. Le colonel Mohamed Alassane Mahdi est présenté comme le cerveau de ce projet qualifié d'acte de trahison. D'autres officiers seront ainsi jugés par la justice militaire. La prochaine audience est d'ailleurs fixée au 27 avril 2026. Rappelons-le, le gouvernement nigérien avait d'abord minimisé l'affaire avant de faire volte-face en janvier dernier. Depuis, les poursuites se sont accélérées. Si la tentative a échoué, elle révèle ainsi les fragilités d'un pouvoir nigérien confronté à une instabilité chronique sur fond de crise économique et sécuritaire. Face à la fragmentation des dispositifs sécuritaires ouest-africains, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, a réaffirmé à Dakar au Sénégal le rôle central de la force en attente de l'organisation. Il a plaidé pour une meilleure coordination entre le G5 Sahel, l'initiative d'Accra ou la force multinationale Nice jugée trop isolée. L'objectif ainsi est de dépasser les initiatives parallèles et renforcer la cohérence régionale. La force en attente de la CEDEAO, rappelons-le, validée par les chefs d'État, comptera à terme 5 000 hommes avec un premier formant de 1 650. Mais son principal défi reste ainsi le financement. Omar Aliou Touré a appelé par la même occasion à une mobilisation accrue des ressources internes pour réduire la dépendance extérieure, tout en saluant la résolution 27.9 de l'ONU. Pour lui, la confiance entre États membres est la clé de voûte d'une coopération sécuritaire efficace. Un message adressé à une région marquée ainsi par les tensions politiques. En Côte d'Ivoire, à présent, le verdict est tombé. 5 ans après les faits, la justice ivoirienne a reconnu coupable de viol l'ancien international de Traoré alias Ben Badi, héros de la CAN 1992. Ce mercredi, le tribunal de première instance l'a condamné à 36 mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'au versement de 15 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la victime. La sentence ne s'arrête pas là. L'ex-attaquant des éléphants se voit de son côté également privé de ses droits civiques pour 10 ans et interdit de séjour à Bouaké pendant 5 ans. Une décision lourde de conséquences pour celui qui restait une figure respectée du football ivoirien. Ce jugement met fin à un feuilleton judiciaire débuté en 2021 qui avait tenu l'opinion en haleine. Pour la victime, c'est une forme de réparation. Pour le sport ivoirien, c'est un choc. Pour la justice, l'affirmation qu'aucune gloire passée ne saurait protéger des crimes sexuels. Direction le Mali. L'armée continue de faire des merveilles sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Ce mercredi, dans la région de Koulikoro, les vecteurs aériens des forces armées maliennes ont frappé un important rassemblement terroriste dans la forêt de Faya au sud de Zantigila. Selon l'état-major général des armées, une colonne d'une quarantaine de motos a été repérée puis ciblée par 2 frappes. Bilan, plus de 70 combattants terroristes neutralisés et leur logistique entièrement détruite. Cette opération s'inscrit dans une série d'offensives visant à démanteler les sanctuaires terroristes. Le chef d'état-major général des armées a salué de son côté le professionnalisme et la réactivité des unités
engagés. Les forces armées maliennes promettent de leur côté de poursuivre sans relâche les recherches et les frappes sur l'ensemble du territoire. Ainsi se referme cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. Imaginez, vous avez quitté votre pays, votre famille, tout ce que vous connaissez. Vous avez traversé des frontières, des déserts, vous avez même risqué. D'autres ont pris l'avion pour venir étudier ou encore immigrer dans un pays. Vous avez construit quelque chose, une boutique, un foyer, voire même une vie. Et un matin, tout ça disparaît. Pas à cause d'une catastrophe naturelle, pas à cause d'une guerre, à cause de vos propres frères africains. Mes amis, aujourd'hui nous allons plonger dans ça. Ce que vous allez voir et entendre aujourd'hui, si vous avez les cœurs fragiles, prenez une grande respiration. Parce que ce qui se passe en ce moment en Afrique du Sud, ce n'est pas un film. C'est la réalité de milliers d'Africains en ce moment même. Depuis le 30 mars 2026, une nouvelle vague de violences xénophobes secoue l'Afrique du Sud. Cette fois, la communauté nigérienne Igbo, établie depuis des années dans la province de Cap-Oriental, pas seulement eux, les Congolais, les Maliens, les Ivoiriens, les Gabonais, les Béninois, les Togolais, les Brazzavillois, si je peux dire encore les Congolais, les Rwandais, peu importe, dans les quartiers d'Albany et de Buffalo, à l'ancienne Est London, aujourd'hui rebaptisé Kugompo. Je sais que vous serez énervé dans ce que je vais dire dans quelques instants. Vous devez savoir qu'ils ont voulu attaquer les Blancs, ou encore les Frekaners, les Blancs qui habitent en Afrique du Sud, et les Blancs ont répondu, comme vous êtes en train de voir sur ces images. Et là, on va encore aller plus loin pour comprendre certainement ce qui s'est passé. Des groupes sud-africains ont attaqué des commerces, des véhicules, des entrepôts entiers, des familles réveillées en pleine nuit, des marchands qui ont tout perdu en quelques heures. Et les violences ne s'arrêtent pas là. Elles s'étendent désormais au KwaZulu-Natal. Et ça, ce n'est pas la première fois. En 2008, 2015, 2019, 2025 et là nous sommes en 2026. La xénophobie en Afrique du Sud revient comme une marée. Toujours les mêmes victimes, toujours la même impunité. Où sont les dirigeants africains? Où sont les dirigeants du pays? Ils sont complices? Point d'interrogation. Vous serez choqués à la fin comme je venais de le dire.
Mais cette fois, quelque chose a changé. En mai 2025, dans la ville d'Ado, même province, 4 ressortissants avaient déjà été tués par des foules en colère. 3 Zimbabwéens, un Malien tué après la mort d'un jeune Sud-Africain dans une taverne. Une vengeance collective, sans jugement, sans preuve, la loi de la rue. Et les autorités, elles ont arrêté les victimes. Plus d'une centaine de Zimbabwéens déplacés, arrêtés pour violation des lois migratoires. Les agresseurs, eux, aucune arrestation annoncée. Pas pour voler quoi que ce soit, juste pour travailler, juste pour vivre, juste pour envoyer de l'argent à sa mère. Et ces personnes-là ne travaillent pas dans des endroits luxueux. Non, ils vendent des ceintures de 100 francs, 500 francs. Regardez cette scène. Un commerçant malien, il vient de vendre, il rentre chez lui. Il croise un groupe dans la rue. Et là, sa nationalité devient son crime. On lui pose la question de savoir s'il vient de quel pays. En répondant « Je suis malien », regardez les images. Ces hommes ne rêvaient pas de grandeur, ils rêvaient juste de dignité. Et c'est ça qu'on leur a volé. Pas seulement leur marchandise, leur dignité. Et maintenant, posons la vraie question, celle que personne ne veut poser à voix haute. Pourquoi? Pourquoi un Sud-Africain, lui-même victime d'inégalités profondes, s'en prend-il à un autre Africain encore plus vulnérable que lui? En Afrique du Sud, les inégalités héritées de l'apartheid n'ont pas disparu. Le chômage dépasse 32%. Chez les jeunes, il frôle les 60%. La frustration est réelle, la colère est légitime. Mais voilà où ça devient tragique. Au lieu de s'attaquer aux vraies structures d'injustice, cette colère se retourne contre les plus faibles, contre ceux qui sont encore plus précaires. Est-ce que les Sud-Africains peuvent travailler pour un ceinture de 1000 francs ou de 100 francs? Pour une interrogation. Et pendant qu'un marchand nigérien s'est fait chasser de sa boutique, regardez bien de l'autre côté de la rue. C'est qui filme tranquillement avec son smartphone? C'est les blancs, les africanaires, les blancs sud-africains. C'est ça la réalité. Celui qui regarde ne perd rien. Celui qui attaque ne gagne rien. Les vraies inégalités, elles, restent en place. Et ça, les psychologues ont un nom pour ça. Les syndromes de Stockholm. Quand une victime finit par attaquer quelqu'un d'autre plutôt que ses véritables oppresseurs, parce que les véritables oppresseurs font peur, parce qu'un immigré sans papier, lui, ne fait pas peur. Et vous savez, ce qui est encore plus ironique, ces pays, cette même Afrique du Sud, le pays qui, en décembre 2023, a traîné Israël devant la Cour internationale de justice pour violation de la Convention sur les génocides à Gaza. Ces pays qui s'élèvent pour défendre des droits à l'autre bout du monde, laisse ses propres forces de l'ordre casser des cadenas pour remettre les magasins des étrangers à des pillards. Voilà l'Afrique du Sud de 2026. Des patients étrangers qui seraient expulsés de certains hôpitaux, des familles entières jetées à la rue et des organismes comme Médecins sans frontières qui tirent la sonnette d'alarme, documentant en avril 2026 comment certains groupes ont bloqué l'accès à des établissements de santé publique pour les étrangers. C'est ça, les nouveaux seuils qu'on est en train de franchir. Et face à tout ça, où sont les dirigeants? Où est Cyril Ramaphosa? À ces jours, aucune réponse officielle publique du gouvernement sud-africain sur les événements en cours depuis le 30 mars 2026. Les silences. Encore les silences. Et l'Union africaine, 55 pays membres, un budget de plusieurs centaines de millions de dollars, des sommets de discours, des résolutions. Mais quand un Congolais, un Malien ou un Béninois s'est fait chasser chez lui par ses propres frères africains, silence radio.
La même Union africaine qui parle d'intégration continentale, de libre circulation des personnes, des zones de libre-échange continentale africaine, des ZLECAf, mais qui reste muette quand un commerçant africain perd tout ce qu'il a construit en une nuit. Mais attendez, je veux qu'on aille encore plus loin, parce que cette histoire a une couche que beaucoup n'osent pas toucher. Fin janvier 2026, Isandlwana, Afrique du Sud, c'est l'un des sites les plus sacrés de l'identité zoulou. L'endroit où, en 1879, 20 000 guerriers zoulous ont infligé une défaite humiliante à l'Empire britannique. Symbole de résistance, de souveraineté, de fierté africaine. C'est là que le roi zoulou, Misuluzuku, a choisi de prendre la parole et ces mots ont réveillé quelque chose. En utilisant ces liens symboliques pour parler des migrants, le roi a activé une mémoire émotionnelle profonde. Il a fait les liens entre l'envahisseur d'hier, les colons britanniques et l'étranger africain d'aujourd'hui. Est-ce intentionnel? Est-ce calculé? Et là se pose la vraie question politique. Qui a intérêt à ce que les Africains se battent entre eux? Quand deux pauvres se battent, celui qui les regarde depuis sa fenêtre sécurisée, lui, il ne risque rien. Réfléchissez à ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on regarde, on partage, on oublie, et dans 3 mois, quand ça recommence, on sera à nouveau choqué. Ce qui se passe en Afrique du Sud n'est pas un accident. C'est le résultat des décennies d'inégalités non résolues, d'un chômage qui détruit la dignité, d'un discours politique qui cherche des boucs émissaires et d'une Union africaine qui se regarde faire. Mais je refuse de croire que c'est la fin de l'histoire. Et vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez à Abidjan, Dakar, Kinshasa, Paris, Montréal, Tunis ou peu importe, ce que vous venez de voir, ça vous concerne. Parce que l'Afrique unie, ce n'est pas un slogan, ça se construit ou ça se détruit par les actes de chacun d'entre nous. Ces reportages, on l'a fait pour eux, pour ces marchands maliens dont on ne connaît pas les sorts, pour cette famille Igbo qui dort où elle peut ce soir, pour les 669 morts que l'université de Witwatersrand a compté, et pour tous ceux qui n'ont pas encore de numéro dans une statistique, parce qu'ils méritent mieux qu'elle oublie. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la, pas pour au devis, pas pour l'algorithme, pour que ça compte. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. On se voit à la prochaine. A plus, dans quelques instants pour la suite de cette affaire. Alors, regardez cette barbarie en Afrique du Sud. C'est incroyable. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche personnellement, profondément même. Parce que ce dont je vais vous parler, c'est une trahison. Une de plus, mais celle est particulièrement douloureuse parce qu'elle vient d'un pays dont l'histoire aurait dû rendre les dirigeants et le peuple plus conscients, plus solidaires et plus humains. L'Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela, bat, chasse et tue des Noirs africains, des Zimbabwéens, des Mozambicains, des Congolais, des Malawites, des Somaliens, des Éthiopiens, des Nigérians, des Camerounais. Des Africains sont chassés par d'autres Africains sur le sol africain et ça, bien évidemment, il faut qu'on en parle. Avant tout, l'histoire, comme d'habitude. Pour comprendre ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui, il faut comprendre d'où vient ce pays. Pendant des décennies, il a connu l'apartheid, un système de ségrégation raciale où les Noirs étaient des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Ils ne pouvaient pas voter, ils ne pouvaient pas habiter dans certains quartiers, ils ne pouvaient pas fréquenter certaines écoles, certains hôpitaux, certains restaurants. Et pendant ces années sombres, qui a accueilli les combattants de l'ANC en exil? Qui a hébergé les militants anti-apartheid? Qui a donné refuge aux Sud-Africains qui fuyaient l'oppression? La Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique, la Tanzanie, des pays africains qui ont ouvert leurs portes à des frères en danger, des pays qui ont mis en danger leurs relations diplomatiques avec le régime de Pretoria pour défendre des Africains opprimés. Plusieurs pays africains organisaient des collectes citoyennes pour aider financièrement les combattants de l'ANC.
c'est documenté. Des gens envoyaient même de la nourriture de partout en Afrique pour aider les Noirs sud-africains. Nelson Mandela lui-même l'a reconnu. L'Afrique lui a sauvé la vie. Le continent lui a donné la force de tenir pendant 27 ans de prison. Et maintenant, que fait l'Afrique du Sud avec cet héritage ? Tout de suite, notre focus. Nous nous intéressons aujourd'hui à la xénophobie en Afrique du Sud. Souvenez-vous, en 2008, 42 personnes avaient été tuées dans des manifestations contre les étrangers. Depuis, les affrontements entre des Sud-Africains et des étrangers sont réguliers. La hausse du chômage et de la pauvreté ont accru ces tensions. Nos correspondants nous emmènent aujourd'hui à la rencontre de la communauté congolaise, victime comme d'autres d'attaques, d'injures, de pillages. Ils en veulent bien sûr à la population, mais aussi aux autorités qu'ils accusent de laxisme. Vous savez, la xénophobie en Afrique du Sud n'est pas un phénomène nouveau. Les premières grandes vagues de violences xénophobes remontent à 2008. Des quartiers entiers incendiés, des commerces de migrants africains pillés et brûlés, des dizaines de morts, des milliers de personnes déplacées. Puis en 2015, ça recommence. Alexandra, Johannesburg, Durban, des foules qui attaquent des étrangers africains dans leurs maisons, leurs commerces, des images qui font le tour du monde, des hommes et des femmes africains qui fuient en courant pendant que leurs affaires brûlent. Et ça continue régulièrement, par vagues, des Africains étrangers battus, dépouillés, chassés, parfois même tués. Il y a un mot pour ça en Afrique du Sud, makwere-kwere. C'est le terme péjoratif utilisé pour désigner les étrangers africains. Un mot de mépris, un mot qui déshumanise. Les Sud-Africains noirs se considèrent vraiment supérieurs aux autres Africains. Les Sud-Africains qui pratiquent cette xénophobie avancent toujours les mêmes arguments. Les étrangers africains volent nos emplois, ils prennent nos maisons, ils prennent nos femmes, ils font monter la criminalité. Ils vendent de la drogue. Analysons ça sérieusement. L'Afrique du Sud a un taux de chômage officiel d'environ 33%. Mais si on inclut les gens qui ont arrêté de chercher du travail, ce qu'on appelle le chômage élargi, on arrive à plus de 40%. C'est vrai, c'est une réalité catastrophique pour un pays comme l'Afrique du Sud. Mais ce chômage, qui en est responsable? Ce ne sont pas les Zimbabwéens ou les Mozambicains. Ce sont les 30 ans de gouvernance de l'ANC qui ont promis la transformation économique sans jamais vraiment la réaliser. C'est la corruption massive qui a vidé les caisses de l'État sous Zuma et ses prédécesseurs. C'est la persistance des monopoles économiques aux mains d'une minorité blanche qui n'a pratiquement pas partagé le gâteau depuis la fin de l'apartheid. Les migrants africains, leur réalité concrète, c'est quoi? Ce sont les gens qui font les travaux que les Sud-Africains refusent de faire. Des travaux agricoles, des travaux de construction, des petits commerces dans les townships que personne d'autre ne voulait ouvrir, des Somaliens qui ouvrent des épiceries dans les quartiers défavorisés et qui servent leurs voisins 7 jours sur 7 à des prix abordables. Et c'est ça qu'on brûle, c'est ça qu'on chasse. Ce qui est grave dans la situation sud-africaine, c'est que les politiciens ont activement instrumentalisé la xénophobie pour détourner l'attention des vrais problèmes. Zulu Inkatha Freedom Party, certains responsables de l'ANC au niveau local, des entrepreneurs politiques qui ont compris que pointer les étrangers du doigt est plus facile que d'expliquer pourquoi le pays est toujours aussi inégalitaire 30 ans après la fin de l'apartheid. Le roi Zulu Goodwill, en 2015, avait publiquement déclaré que les étrangers africains devaient faire leurs valises et rentrer chez eux. Des propos qui ont directement précédé une vague de violences meurtrières. Ils s'en sont ensuite excusés. Mais le mal était déjà fait. Et c'est ça le problème. Quand les figures d'autorité légitiment la haine des étrangers, les gens dans la rue passent à l'acte. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Des pays africains l'ont soutenu, ont hébergé ses combattants, ont risqué des sanctions économiques pour lui. Le Zimbabwe de Mugabe avait accueilli des milliers de militants de l'ANC. Et maintenant, les Sud-Africains chassent les Zimbabwéens. Des gens dont les parents ont aidé Mandela. Des gens dont les pays ont tout risqué pour que l'Afrique du Sud soit libre. Quelle ingratitude! Quand les violences xénophobes ont éclaté en 2008, le Zimbabwe avait rapatrié ses ressortissants en envoyant des bus. Et Robert Mugabe avait dit publiquement que les Sud-Africains avaient une mémoire courte. Il avait raison. C'est là où ça devient encore plus grave. Le gouvernement sud-africain a pendant longtemps été incapable ou peu enclin à protéger efficacement les migrants africains. La police est parfois absente lors des attaques, parfois passive, parfois complices. Il y a eu des promesses, des commissions, des rapports, mais les violences continuent. Et sur le plan diplomatique, l'Afrique du Sud continue de se présenter comme le grand frère du continent, comme le pays qui plaide pour l'intégration africaine, comme la puissance diplomatique qui parle au nom de l'Afrique dans les forums internationaux, pendant que chez elle, les Africains sont tués injustement. Et là, je vais dire quelque chose que beaucoup ne veulent pas entendre, parce que c'est inconfortable, mais en vérité, c'est nécessaire. L'une des grandes tragédies de l'Afrique, c'est que l'opprimé d'hier devient très facilement l'oppresseur d'aujourd'hui. Le noir qui a subi le racisme blanc, au lieu d'en tirer une leçon universelle sur la dignité humaine, reproduit la même logique d'exclusion contre d'autres noirs. Moi, je suis sud-africain, toi, tu es zimbabwéen, tu n'as pas ta place ici. Et ça va même dans des ethnies. Moi, je suis X,
toi tu es Y, je ne veux pas de toi. C'est exactement la même logique que l'apartheid, avec d'autres critères. Mais la même déshumanisation, le même rejet, la même violence. Et ça, c'est une défaite mentale. Parce que ça montre que des décennies d'oppression n'ont pas produit une conscience de la solidarité africaine. Elles ont produit un désir d'avoir enfin quelqu'un à dominer à son tour. Mais sinon, il y a quelque chose qu'on peut souligner dans ce que disent les Sud-Africains. Ils disent aux Africains, rentrez chez vous, allez arranger vos pays, allez développer vos pays. Et ça, quelque part, je comprends, ça a du sens. Parce que les gouvernements dictatoriaux, soumis aux puissances étrangères et néocolonisés, perdus aussi parce que les peuples africains sont trop lâches, trop passifs. Ils ne veulent pas prendre leur destin en main. Ils sont très discrets. Ils préfèrent voyager, aller là où c'est déjà bien, prendre la route de l'aventure quitte à mourir. Si tous les pays du monde ferment leurs portes aux Africains, ils vont rester chez eux, ils vont confronter leur gouvernement, ils vont prendre leur destin en main et développer leur pays. Mais tant qu'ils préfèrent partir chez les autres, leurs pays resteront ainsi, car personne ne viendra arranger leur pays à leur place. C'était tout pour moi pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao. We are fixing this continent. This thing of you guys moving from one country to the other, it's no longer working. We don't want this as African people anymore. We are tired of seeing African migrants moving all over the world, refusing to fix your own countries. Now we're making it very clear to you guys, Utitina, we don't want you here. We want you to fix your countries. Now you came here with a traveling document. You came with a passport. You know that you are a visitor, but now you decided to come and integrate in our communities. You know very well that what you have done is wrong. How many children do you have here? We can come to Ghana and do what you're doing. Passport. Eh? Now you are carrying a bucket. It's 11 a.m. You were supposed to be fighting the government of Ghana there to ensure that they are getting things right. No, there's no fight in Ghana. You must fight what they did. Where's your papers? Passport. Passport. Where's your passport? Take it out. Let me see your passport. Let me see. Luna. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify these things for you? Baba, let me tell you. I'm not foolish. These things, let me tell you, you know by law you're not supposed to certify as an immigrant. You're not allowed to certify your passport. No. Okay, why do you certify your passport in a foreign land? Okay. Let's just start there. Why do you certify your passport in a foreign land? You see, it was raining. Hey, I follow you guys now on Facebook. How you? It was raining these days. And when you go out with the passport, sometimes it gets spoiled. That is why I satisfy it so that it won't spoil. Baba, Ghana don't do that. Okay. Ghana don't do that. All right, sharp. Ghana Let me is show the you. only African country that is. Let me show you that when you are abusing our systems, on the 10th of April, again, the 10th of April, you entered your country when. The very same day you came back when yeah, it's a proof. Yeah. Proof. Yeah, the proof. That crocodile can't go. You went to Ghana on the 10th and then you came back. No. Because here it says you exited Ghana to South Africa. When? Here it says you entered, here you exited. And it's the same date. It's the 10th of April, 10th of April. This stamp you got there in Elof Street on the street. This is where you got the stamp. Oh, they've got a connection here. No. I am telling you, that's where they buy it from. No, East Africa. Go fight for their land. Go fight for their land. Go come reclaim the land. Yeah, fight your fellow black. Fight your fellow brother, sister. South Africans inherently are not against people from other nations. We are one people. We've always been one people. The South Africa's attack on the black foreigners is still ongoing. They are not stopping this anytime soon. We saw some of the black foreigners trying to stand for their rights, trying to fight back. Some people call it bravery, but I don't side with them. I see a different way. And when you go to Nigeria, the senators in the country discuss in the parliament. While some of the senators are trying to maintain peace, trying to maintain the relationship between the Nigerians and the South Africans,
other senators are also trying to say that they should fight back. They should give the taste of their own medicine, the South Africans, the taste of their own medicine. What are they going to do to the citizens in the South African citizens in Nigeria? Are they going to chase them out? Are they going to also attack or chase the businesses that belongs to the South Africans? This is Nsem 247. Please don't forget to subscribe to our channel. Go to the comment section and share your thoughts. And don't forget to share for others to get the update. Nsem 247. Nsem 247. Nsem 247. As I said earlier, the attack on the black Africans, the black foreigners in the South Africans is still ongoing. They are not stopping this anytime soon. They are chasing out even hawkers, street hawkers. I don't know whether they are also getting their jobs. This is not a South African. We don't have any man. So in a video, we saw one of the activists, one of the people who are leading the protest, who is trying to defend white South Africans. And she was saying that they will always support the whites rather than the black foreigners or the black immigrants in their country. Place like where people are. Our people must give birth on the floor. Who do you think you are? Take your wife to private hospital. And also, and you were supposed to be quiet. I will not be quiet for you. Me and this lady look alike. Listen, your brother. She's one of our own. In fact, I'll choose her before you. Don't come here and tell us about I'm a born South African, so you take your medical insurance and go. She's not South African. That's why she's here working with me. Me and this lady will look alike. No, in your country, Baba. Yeah, I will not be quiet for you because you're a fucking quere. I will never be quiet for you. Don't you tell me I've got another color than you because you are a racist. Take your pregnant wife and go to your country. Asambeni, move. I will not be quiet for you. See the skin that you're wearing. See my skin. See my skin. It doesn't mean nothing. Does it look It doesn't mean nothing. South African. Goodbye. You are. We will choose her over you. I respect you so Bye-bye. much, but this one, I can't listen. No, that's your problem. I don't respect you. And in one of the viral videos, we saw a citizen of Malawi in South Africa trying to defend himself, trying to ask questions why some people who are not immigration officers, who are not police, are asking of staying permit, are asking of passport and visas. The government of Nigeria have... I'm not from Nigeria, I speak English. I'm speaking English. Yeah, I'm from Malawi, I'm a visitor here. Yes. And you have papers? Yes, I go. Where? Are you a police? I am. Are you a police? Oh, Show me I'm telling you right now that we are here in Johannesburg and we said we're going to be here for a longest time. No crime to be committed. We are as peaceful as we are. But the Nigerian government has declared. We are going to I was chained. Don't tell me nonsense. You don't know. Man, what's your space? So this person was trying to defend himself, trying to fight for his rights in the foreigners' land in South Africa. And people were applauding him for his bravery and all kind of that. And I saw a video of Jacinta, one of the activists, one of the people who are leading the protest, who is unhappy. Probably she is unhappy about how people are applauding this man, why people are hailing this man for his bravery. So she has come out with a story about this Malawi citizen, that he's a fugitive. He's running from his country for the past 8 to 9 years. I don't know whether her claims are true or false, because from what I saw, from what I heard, she didn't buttress her point, buttress her claims with evidences, which has given us the grounds to doubt her, whether the claims true or false. So I just want to say well done once again. South Africans are just amazing people.
So you remember that video that was trending on Sunday of Ngizwe talking to some guy from Malawi, and this guy was saying he's a business person, etc., etc. And he claimed that Ngizwe can't talk to him, you're not the police, etc. And, you know, I saw EFF members were saying on Twitter that they're going to raise money for him because he's brave and stood up against Ngizwe. Well, have the tables not turned? Because it turns out that the guy is actually a fugitive and has been on the run from the Malawian authorities since 2015 or 17, between those two. I think it's 2015. He's been on the run. And now they found him on the internet in South Africa, busy acting like he's a hero. Now, this takes me back to the dangers I always talk about when I talk about this issue of illegal immigration, is that you let people into your country and you don't even know who they are. You don't know how many people they've killed in their country. You don't know what their intentions for being there are. You don't even know what kind of hustle or things they would do, to what extent, to survive in your country. So let me remind you, one of the citizens of Ghana, the Ghanaian citizens in South Africa, who we saw in a video being harassed by the South Africans, has arrived in Ghana safely, together with the Ghana High Commission in South Africa. The state quickly moved and took steps to secure his safety. The victim was safely evacuated to Ghana after efforts were made to get him out of harm's way. The Foreign Ministry says no efforts will be spared in safeguarding Ghanaians. Government is very much conscious and strongly committed to protecting our nationals abroad. And so, on the instructions of the minister, he has been relocated to Ghana to ensure that he's in a safe space. I want to reiterate the point that has been made by the minister. So when you go to Nigeria, some of the senators are not taking the attack on Nigerians very lightly, whilst others, there has been division in the parliament. Some of the senators are saying that they shouldn't do anything to destroy the peace, to destroy the relationship between Nigerians and South Africans. Others are also saying that they should also fight back. They are not going to be intimidated. They are going to fight back. They are going to also revoke the licenses of DSTV and MTN, which belongs to the South African investors. They are going to revoke their licenses. They are going to chase them out. DSTV as economic measures to show that we are not just. We are not just. Yes, Isaac Akeshi. Amade Farageskia, I support you, but we must revoke the license of MTN, revoke the license of DSTV as an indication of our seriousness. Those people who have died, their life is much more than foreign investment. Labour, what are you talking? They are killing your people. You say Labour. Those in support that was not the motion. You can dismiss it, but that's my view. Those in support that was not the motion. Before us say aye. So the president of South Africa, Cyril Ramaphosa, has also emphasized on the fact that South Africans are not against the black foreigners. South Africans, we are one people. According to him, we are one people, and South Africans are not against other Africans. So they are going to put things in place to work with other government in the other countries to maintain peace and make sure that things are calm in the country. South Africans inherently are not against people from other nations. We are one people. We've always been one people. And of course, we've got to also pay heed to... A South African lady called Jacinta, she is one of the people who are leading the protests in South Africa. And the person, Jacinta, has shared a story, a childhood story, which relates to foreign immigrants in the country. And according to Jacinta, this is the reason why she is always bitter and eager to force out the black immigrants, the black foreign immigrants in the country. To share with you a story, like I said, since you guys so desperately want to paint me as a bitter person, and maybe I am bitter, who knows? Because I was 14 years old, living with my mother, when I saw her breaking down, crying tears, because when she went to Home Affairs, she found out that she had been married off to a Nigerian that she didn't even know. So all of us had a problem with our identity.
because our mother basically was using a different surname, and from the surname, someone that she didn't know, and they were telling her that the only way to get out of this is to get a divorce, and to get a divorce would mean that this person takes half of everything that she has and she owns. This person that she doesn't know, she's never met in her life, who came all the way from Nigeria to steal an identity and pretend that he is married to her. I guess over time they realized that stealing or faking marriages doesn't work. Now they started buying off South African women to marry them, which is working quite well for them because, oh my gosh, Pella, desperation, love of money, etc., etc. So maybe I could be still bitter about that. Who knows? Maybe it's a childhood trauma. Who knows? But at the end of the day, it's what's driving me to make sure that we never have to go through this nonsense again. So this is Nsɛm 247. Please don't forget to subscribe to our channel. Don't forget to share for others to also get this video to watch. And don't forget to go to the comment section and share your thoughts for more updates. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. C'est merveilleux. C'est magnifique et c'est prophétique.